Merci, bonjour tout le monde. D'abord un grand merci pour monsieur le chef d'établissement, monsieur le proviseur, et puis les autres collègues qui organisent ces aspects, ces activités culturelles, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Alors, pour vous dire combien je tiens beaucoup à être dans les lycées, c'est d'abord parce que j'étais lycéen comme vous, mais j'ai eu le privilège d'être lycéen interne dans un lycée pendant 7 ans. Vous allez me dire, pendant 7 ans enfermé, c'est un privilège? Oui, c'est un privilège. J'étais dans des périodes très troublées, la guerre, etc. Et donc j'étais dans un cocon et puis j'étudiais beaucoup. Voilà. Et puis, alors quand on m'a invité pour Istanbul, il y a un colloque qui doit se finir aujourd'hui à 18 h, avec un grand dîner, avec des hauts responsables. Parce qu'on va dans les colloques, évidemment pour exposer des choses originales, parce que je suis chercheur, mais aussi surtout pour les grands dîners. Je ne sais pas si je vous le souhaite un jour. Et alors les grands dîners, on ne veut pas les rater. Mais là, je leur ai dit, je suis désolé, je rate le dîner parce que j'ai 2 conférences importantes dans la région parisienne. Voilà. Et effectivement, j'ai écourté et j'ai pris l'avion hier. Parce que c'est un plaisir de venir à Mantes-la-Jolie. Je connais Mantes-la-Jolie, je suis venu déjà 4 fois. Dans des collèges, et puis dans ce lycée, je crois, une fois. Une fois, voilà. Alors, je vais vous parler des mathématiques dites arabes. Pourquoi? Parce que, en fait, ce ne sont pas les Arabes seulement qui vont développer ce que je vais vous raconter. Bien. Mais on les appelle Arabes parce que, à partir d'un moment donné de l'histoire de l'humanité, fin 8e siècle, oui, c'est loin. Ça marche, en fait? Oui. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah, d'accord. Fin 8e siècle, jusqu'au 13e, 14e siècle, lorsque l'Europe va se réveiller, l'Inde aussi d'ailleurs, la Chine, mais à des degrés différents, eh bien les mathématiques se faisaient à 90% dans un immense espace qui va de l'Asie, de Samarcande, jusqu'à Saragosse, en Espagne, de Palerme, en Europe, jusqu'à Tombouctou, en Afrique. Ça se faisait à 90% en arabe. Donc on l'appelle mathématiques arabes parce que c'est tout ce qui était traduit du grec, du sanskrit, du nabatéen, du syriaque en arabe, tout ce qui a été étudié, enseigné, publié, diffusé en langue arabe jusqu'au XIIIe siècle, XIVe siècle. C'est ça la définition. Ça veut dire en fait que si vous étiez à cette époque-là, et si vous n'étiez pas arabe au sens ethnique du terme, hein, c'est-à-dire ceux qui habitaient l'Arabie et un peu le nord de l'Arabie, ça s'appelle encore les Arabes, vers l'Irak, etc. Eh bien, il suffisait que vous appreniez la langue arabe, parce que c'était l'anglais d'aujourd'hui. Vous savez, l'anglais d'aujourd'hui, c'est international. Hein. Donc, si vous voyagez, je vous invite vivement à apprendre un minimum d'anglais pour ne pas vous retrouver dans la situation où je me trouve, dans des aéroports où je suis totalement déstabilisé parce que je ne maîtrise pas l'anglais. Je maîtrise le français, je maîtrise l'arabe classique, je maîtrise l'arabe dialectal de ma maman. Mais qui voulez-vous qui parle l'arabe dialectal en dehors de mon village? Bien. Donc s'il vous plaît, apprenez l'anglais. Au moins l'anglais, d'accord? Puis apprenez le maximum de langues si vous pouvez. Ce sont des ouvertures sur le monde. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Je ferai beaucoup de parenthèses. Hein. Alors je vais vous parler donc de comment sont nées ces mathématiques dites arabes, comment elles vont se développer, et puis comment elles vont circuler en dehors des frontières de cet espace. Vous aurez le droit après de poser toutes les questions que vous voulez. Si j'ai des réponses, ben, je vous les donne. Si je n'ai pas de réponse, ben, je dis que je ne sais pas. Malgré 30 ans de recherche, je suis à la retraite actuellement, donc je suis peinard. Mais j'ai 2 occupations très importantes. Quand on fait de l'histoire des mathématiques, on ne peut pas s'arrêter parce que c'est un savoir cumulatif. Ce n'est pas un savoir créatif, comme les mathématiques, la physique, etc., où il faut avoir des chromosomes pas trop fatigués. D'accord? Oui. C'est pour ça qu'on donne l'équivalent du prix Nobel aux mathématiciens avant 40 ans. Parce qu'on considère qu'après 40 ans, un mathématicien ne produit pas comme avant. Bien? Et donc j'ai 2 occupations. Je continue ma recherche, je produis encore des articles, je publie dans des revues internationales. Le critère, c'est qu'on est invité dans des colloques. Si on ne vous invite plus dans des colloques internationaux, c'est qu'on vous a oublié, c'est que vous ne produisez plus. Vous voyez le critère?
C'est comme dans le marché, hein, pas de problème. Et puis j'ai une deuxième occupation, qui m'a été imposée au départ, mais qui est un bonheur. Je m'occupe de mes petits-enfants. Voilà. Évidemment, comme tous les petits-enfants du monde, ils sont adorables, mais je suis obligé de m'en occuper souvent. Alors, voici l'espace où va se passer mon histoire. Cet espace va être conquis par les armées musulmanes à la mort du prophète. Alors le prophète des musulmans s'appelle Mohammed, et on l'appelle en France Mahomet, depuis le Moyen-Âge. Donc il est né à la Mecque, ici, et il va développer son prêche pour la nouvelle religion qui s'appelle l'islam, à partir de Médine, ici, vous voyez. Il est mort à Médine, en 632, en été. Et dès sa mort, ceux qui l'ont remplacé ont pensé diffuser la religion. Il ne leur a pas demandé, d'après les textes. Mais ils ont pensé qu'ils allaient rendre service aux gens. Ils ont considéré que leur religion était meilleure que les autres. Alors ils sont prudents, ils disent « Notre religion, c'est le prolongement des deux religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme. » Donc ils se sont inscrits dans un sillage quand même important. Mais ils disent « Les chrétiens et les juifs, ils ont un peu dévié depuis que Dieu leur a donné la bonne parole. Ils ont dévié depuis des siècles, c'est humain, hein, les humains dévient, hein, bon, en toute bonne foi. Alors Dieu a demandé à Mahomet de venir sur terre, de corriger les déviations des chrétiens et des juifs. En fait, c'est la même religion, c'est le même Dieu. Et puis tous les prophètes qui étaient avant, bon, ben, ils sont respectés totalement par les musulmans. À tel point qu'aujourd'hui, eh bien, les prénoms aujourd'hui des enfants, dans le monde musulman, il y a 1,5 milliard de musulmans hein, aujourd'hui. Mais ils peuvent donner soit des noms arabes, soit des noms chrétiens, soit des noms juifs à leurs enfants, soit des noms locaux, turcs, berbères, etc., etc. Bien. Donc, ça avait une prétention universelle. Cette nouvelle religion se disait, nous sommes les continuateurs des deux religions monothéistes, et nous allons apporter des choses en plus pour améliorer les choses. Donc, en toute bonne foi, les premiers conquérants, qui étaient des cavaliers essentiellement, ont dit, eh bien, nous allons nous lancer sur les territoires qui sont voisins, ensuite ils sont allés plus loin, pour ouvrir les terres à la lumière de Dieu. Ils disaient ça comme ça. C'est pour ça que les conquêtes en arabe, il n'y a pas de mot pour dire conquête. Il y a un mot qui est la même chose que ouvrir. Donc on dit les futuhat, c'est-à-dire ouvrir le pays à la lumière de Dieu. Vous torturez un musulman ou un arabe aujourd'hui, il ne vous dira pas conquête. Hein. Il vous dira, là où l'islam arrive, il ouvre le pays à la lumière. Voilà. C'est comme ça, ça devient culturel. Et donc ils ont tellement ouvert les pays à la lumière qu'ils sont allés très loin, trop loin même. Mais ça a marché parce qu'en fait les pouvoirs qui étaient à cette époque étaient faibles. Il y avait deux grands pouvoirs. Le pouvoir persan qui était ici, un immense empire, et le pouvoir byzantin qui était ici, qui était ici, et qui était ici, qui contrôlait toute cette partie de la Méditerranée. C'est les héritiers des Grecs et des Romains. Et ces deux empires, en fait, les gens ne le savaient pas, c'était de mauvais observateurs à l'époque. Ils ne savaient pas que c'était ce qu'on appelle des colosses au pied d'argile. C'est une formule connue. Deux colosses au pied d'argile. Donc quand ces 10 000 cavaliers sont arrivés avec leur fougue, leur foi, et juste leurs épées, eh bien ils ont détruit les deux colosses au pied d'argile. Parce qu'en fait ils étaient très fragiles, surtout à l'intérieur, il y avait beaucoup de mécontentement, etc., etc. Et donc, en l'espace de un siècle, vous allez me dire c'est beaucoup un siècle, hein, ben, c'est peu dans l'histoire. En un siècle, de 632 à 751, ils ont conquis tout ce territoire. Sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et alors celui qui a dessiné la carte, ce n'est pas moi, hein, a oublié de mettre en rouge, en ocre, toutes les îles méditerranéennes étaient contrôlées par les musulmans. Toutes, même la Corse. D'ailleurs, c'est peut-être de là que vient le symbole de la Corse, avec le bandeau. Le bandeau avec un homme noir. Vous voyez, je vous apprends des petites choses. Hein. D'accord? Alors, les mathématiques vont se développer dans cet espace. Et en arabe. Bien sûr, aujourd'hui, l'espace musulman est beaucoup plus grand. Il y a une grande partie de l'Afrique subsaharienne où l'islam est important. Mais il y a aussi une partie qui n'est pas sur la carte,
et où il y a aujourd'hui la majorité des musulmans, et les gens ne le savent pas. C'est l'Asie insulaire. C'est la majorité. Mais ni l'Afrique subsaharienne, sauf Tombouctou, vous allez voir, ni l'Asie, c'est-à-dire la majorité des musulmans, n'ont produit les mathématiques que je vais vous raconter. Et ça reste un mystère pour les historiens. C'est dans l'espace de conquête, c'est-à-dire là où il y a eu de la violence, où il va y avoir un développement des sciences, mais pas dans les autres parties. C'est une des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'espace musulman, il va hériter des mathématiques anciennes. D'où viennent-elles? Donc, les musulmans et les arabes, quand ils vont arriver, les arabes, les premiers musulmans, parce que tous les musulmans ne seront pas arabes, hein. Il faut connaître ces définitions. La majorité des musulmans ne sont pas arabes, jusqu'à aujourd'hui. Et d'où viennent les mathématiques? Eh bien, ils viennent de l'espace grec. Là, maintenant, je parle au niveau de la langue. Quand je dis espace grec, etc., c'est au niveau de la langue, pas de la géographie, puisque la Grèce est petite. Mais je vous ai dit, il y a l'Empire byzantin, c'est un espace grec. Les gens parlaient grec, d'accord? L'espace même du Proche-Orient, le croissant fertile, c'était un espace grec. Il était aussi syriaque et un peu arabe, mais surtout grec. Donc il y a l'héritage grec. On va voir dans le détail ce que c'est. Alors je vous signale tout de suite, hein, restez attentifs parce que tout ce que vous avez appris en mathématiques jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, ben, ça vient des bulles que je vais vous montrer. Ça veut dire que les mathématiques, c'est une des disciplines qui, dans l'enseignement et la formation, évolue le moins, avance le moins. Elle avance beaucoup dans la recherche, elle avance beaucoup dans l'intervention dans toutes les sciences, elle fait avancer la civilisation, mais pour les élèves, pour qu'ils soient solides, pour qu'ils deviennent aussi des créateurs, ben, il faut qu'ils apprennent les bases, et les bases, vous allez voir, ont été inventées il y a des siècles et des siècles. Donc vous avez intérêt à connaître un peu l'histoire de vos ancêtres. Quand je dis vos ancêtres, c'est les ancêtres au niveau de l'histoire de l'humanité. Maintenant, je ne parle plus des Arabes, vous allez voir, c'est très mélangé. Donc, ça vient d'abord des Grecs. Je vous dirai ce qu'il y a. Ça vient de l'espace indien. Alors, les Grecs écrivaient en grec, les Indiens écrivaient en sanskrit. C'est la langue de la science et de la philosophie et de la religion pour la majorité des Indiens, mais des Indiens de l'Inde, pas des Indiens d'Amérique. D'accord? Les Indiens d'Amérique n'étaient pas connus à cette époque-là, puisqu'on n'avait pas encore découvert l'Amérique. Malgré les légendes qu'on a construites plus tard, il y a des légendes que les gens répercutent aujourd'hui, parce qu'il y a des nationalismes, vous savez, qui dit que certains marins musulmans sont arrivés en Amérique. Bon, moi je crois qu'ils sont arrivés aux îles Baléares, pas plus. Ce qui est pas mal pour l'époque, hein, parce qu'on a des traces archéologiques. Mais aller en Amérique, ils auraient pu arriver en Amérique par hasard. Hein. Parce qu'après tout, Christophe Colomb est arrivé presque par hasard en Amérique. Il ne cherchait même pas l'Amérique, il cherchait l'Inde. D'où le mot indien pour les habitants de l'Amérique. Vous savez tout ça. Mais un prof, il répète les choses. D'accord? Pourquoi? Pour vous accrocher quand vous décrochez. Moi, j'ai enseigné pendant 35 ans. Les mathématiques pures. Et très vite, les élèves décrochent. Pas nécessairement ceux qui sont près des radiateurs. Hein. Non, non, non. Même ceux du premier rang, il y a en général 4 ou 5 qui écrivent comme des bêtes pendant 2 heures. Ça, c'est les bêtes. Alors, il y en a toujours, hein. Même dans cette amphi, il y en a, mais je plaisante. Hein. Puis les autres, ils attendent que les bêtes travaillent. Ensuite, ils vont prendre leur cours. L'espace, il y a les héritages locaux. Qu'est-ce que j'appelle héritages locaux? Eh bien, à partir du moment où l'espace musulman va être stabilisé, c'est-à-dire les frontières ocre que je vous ai montrées, ben, tous ceux qui habitent là, je les appellerai des locaux. Voilà. En fait, les plus locaux d'entre eux, ce sont ceux qui étaient pas trop loin de l'Arabie. C'est grosso modo la Grande Syrie, qu'on appelle le Cham, le Grand Irak, et puis l'Égypte, et une grande partie de la Perse, donc de l'Iran aujourd'hui, plus d'autres régions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le local. Alors là, il y avait des mathématiques. Et puis, il y a l'espace chinois. Alors pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de circulation des savoirs chinois vers l'espace musulman. Et inversement. Eh bien, moi j'ai dû corriger plusieurs fois mon appréciation et mes informations, parce que, comme je suis chercheur depuis 35 ans, depuis 20 ans, des recherches se sont développées en Asie,
un peu en Europe aussi, en particulier aux Pays-Bas. Et maintenant, nous avons beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y a une circulation non visible, pas nécessairement à travers des livres, c'est ça qui est intéressant, des savoirs mathématiques chinois et des savoirs mathématiques musulmans vers la Chine. Et puis il y a l'espace latin. Dans l'espace latin, je ne le mettais jamais avant. Et puis vous savez, même quand on est chercheur, il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas croire que on sait plus de choses que les autres, donc on arrête de savoir, on arrête d'apprendre. Eh bien, pendant longtemps, je faisais mes conférences sans le petit cercle, là, jaune. Et puis un jour, j'ai écouté des conférences. J'ai été invité en particulier à Barcelone. Et à Barcelone, il y a une équipe de chercheurs qui travaille sur la période musulmane de la péninsule ibérique. Parce que la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne d'aujourd'hui plus le Portugal, a été gouvernée par les musulmans, pas à 100%, à 80%, de 711 à 1492. C'est-à-dire 7 siècles, 8 siècles. Et là, on a étudié les origines, les premiers développements des sciences dites arabes, et on a vu qu'elles étaient liées à des savoirs qui existaient alors qu'on les ignorait totalement pendant longtemps. Parce que pendant la période franquiste, on n'a jamais voulu étudier ces questions et cette histoire, parce que vous voyez que la politique intervient dans l'histoire des activités scientifiques. On a bloqué, on a dit, les Arabes et les musulmans ne sont jamais arrivés en Espagne. C'est une théorie qui a été développée, pas par des gamins, pas par des hommes politiques, il ne faut pas toujours accuser les hommes politiques, c'est des chercheurs qui avaient une idéologie nationaliste, anachronique, a posteriori, qui disent l'Espagne a toujours été chrétienne, l'Espagne a toujours été espagnole. Alors aujourd'hui ça nous fait sourire parce que les Catalans sont contre, les Andalous sont contre, etc. Et chacun a sa personnalité pour dire attention, il n'y a jamais eu d'Espagne, il y a eu les Castillans, d'accord, il y a eu les Aragonais, il y a eu les Léonais. Et effectivement, les musulmans ne sont pas arrivés jusqu'à la Castille et jusqu'à l'Aragon et Léon. C'est ça la confusion. Bien. Alors, l'espace latin, eh bien, il a eu quelques effets. Alors, comme héritage local, il y a ce qu'on appelle l'héritage mésopotamien. Mésopotamie, ça veut dire la terre entre les deux fleuves. Le fleuve, c'est les Tigres et l'Euphrate. Et Bagdad est là. Et puis il y a surtout le royaume de Babylone. Alors on dit soit mathématique babylonienne, soit mésopotamienne. C'est la même chose, d'accord? Vous choisissez votre thème. Si vous aimez Babylone, si vous rêvez sur la vie à Babylone à cette époque-là, du temps d'Alexandre par exemple, parce qu'il est arrivé, Alexandre le Grand, bien, alors vous dites babylonien. Sinon c'est mésopotamien chez les chercheurs. Alors, il connaissait le calcul sexagésimal. Là je vais être maintenant plus précis, d'accord? C'est-à-dire le calcul à base 60. Alors vous ne l'utilisez plus maintenant, mais en fait vous savez qu'on peut calculer avec n'importe quelle base. Nous on calcule avec la base 10, pourquoi? Ben, parce que les responsables sont les Arabes, justement. On va voir pourquoi. En fait c'est d'origine indienne. Mais la base 60, ben, elle est restée au niveau des montres. Les 60 minutes, 60 secondes. Et c'est tout un calcul très compliqué, qui va être maîtrisé d'abord par, inventé semble-t-il par les Mésopotamiens, emprunté par les Grecs, puis emprunté par les musulmans aux Grecs, mais pas aux Mésopotamiens parce qu'il n'y a plus de contact. Les Mésopotamiens n'ont pas écrit de livres, ils ont écrit sur des tablettes en argile qui étaient enterrées et en écriture qu'on appelle cunéiforme, sous forme de clou, et puis les Arabes et les musulmans n'ont jamais pu déchiffrer ces tablettes. Comme ils n'ont jamais pu déchiffrer l'écriture égyptienne hiéroglyphe. Donc ils sont passés à côté des savoirs mésopotamiens et égyptiens. Ah oui, carrément. Ils le reconnaissent d'ailleurs. Heureusement, ils vont connaître une partie de la production mathématique égyptienne et mésopotamienne à travers ce qu'avaient conservé les Grecs. Même si les Grecs, même si vous voulez torturer les Grecs de cette époque, parce que chaque peuple a son idéologie, ils disent « Ah non, non, c'est nous qui avons inventé la plus belle mathématique. Les Babyloniens, effectivement, ils avaient des petites choses, les Égyptiens aussi. Maintenant, nous savons, parce qu'on a trouvé quelques Grecs qui étaient plus objectifs que les autres, qui racontent, comme Hérodote, etc., Ératosthène, qui racontent qu'effectivement, une bonne partie au départ des mathématiques venait des Mésopotamiens et des Égyptiens. Puis les Grecs vont tout avaler, comme tous les peuples, et ensuite ils vont apporter quelque chose de nouveau. Donc les Grecs vont apporter quelque chose de capital, qui vous embête beaucoup d'ailleurs, qui est la démonstration. Les autres peuples
se contenter des procédés pour résoudre les problèmes. Ça s'appelle des démarches algorithmiques. Alors, qui est-ce qui peut me dire d'où vient le mot algorithmique? Algorithme? C'est pas un mot français, là, vous le sentez bien. C'est pas logarithme, hein. Ça c'est un faux frère. Algorithme. Bon, je passe et j'attendrai la réponse après, dans le débat. D'accord? Alors quand je suis dans les collèges, parce qu'avec les lycées ils sont grands quand même, pour les exciter, pour qu'ils interviennent, je leur dis, celui qui me répond, il a un McDo. Alors quand c'est une question qui est facile, je dis un McDo. Parce que bon, quand c'est une question difficile, je dis un restaurant, 3 étoiles. Et parce que là, ils s'excitent et ils essaient de trouver la réponse. Mais je sais qu'ils n'auront pas la réponse. Je triche. C'est trop cher pour un prof. Hein. On n'est pas bien payé, hein. Même à l'université. Bien. Alors, calcul sexagésimal. Procédure pré-algébrique. Vous allez voir, l'algèbre vient à un moment donné. Mais avant, il y avait des procédés qu'on peut aujourd'hui interpréter comme étant des procédés algébriques. C'est-à-dire qu'il y a une inconnue, on fait des manipulations, et puis on trouve quelque chose qu'on appellera plus tard équation, et puis on trouve un algorithme, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas démontrer. Il n'y a que les Grecs qui savaient démontrer. Et hop, on trouve le résultat. Bon. Donc, c'est des procédures pré-algébriques. On les distingue des procédures algébriques qui vont apparaître dans une discipline nouvelle, précisément chez les musulmans, au début du 9e siècle. Ensuite, il y a la géométrie du mesurage. Alors, c'est une géométrie aussi qui est pratique. On trouve des tas de résultats uniquement par tâtonnement, par approximation, puis ensuite on est sûr des résultats. On fait apprendre aux élèves, aux futurs apprentis puis professionnels, ces résultats, ces techniques, et on les utilise. Quand on pose la question, mais pourquoi ça marche? Ça ne vous regarde pas. Parce que pourquoi ça marche, il faut donner une démonstration. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ça marche, vous n'avez qu'à tester. Donc, l'outil de vérification de la validité du résultat ou de la méthode, ce n'est pas la démonstration, c'est la vérification. Et ben voilà 2 manières de faire des méthodes, qui sont en fait universelles jusqu'à aujourd'hui. Bien. Et voici une petite table. De temps en temps, je vous montre des images pour vous reposer un peu de mon discours. C'est une petite table de mathématiques, du mesurage précisément, et qui s'apprend dans les corporations. Donc là, c'est des textes. Vous voyez, c'est des clous, hein. C'est des textes, et là c'est une figure avec un problème qui est difficile. C'est une question de découpage d'un triangle rectangle. Mais découpage, regardez, et c'est pas facile du tout. Bien, ben, cette tablette c'est l'une des plus anciennes. Elle a été produite 1800 ans avant Jésus-Christ. 1800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle a 4000 ans. Elle existe toujours. Le seul problème c'est qu'on ne sait pas où elle est, parce qu'il y a 15 ans, je savais où elle était. Puisque j'ai visité le musée qui était à Bagdad. Puis il y a eu le pillage de Bagdad quand il y a eu les grands événements de l'intervention américaine à Bagdad. Et là, on ne sait pas où elle est. On espère qu'elle n'a pas été détruite parce que c'est l'une des plus chères tablettes. Elle est tellement connue, c'est comme la Joconde. Hein. Cette tablette est exactement comme la Joconde. Impossible de la vendre. Et donc Interpol a déjà pris toutes les dispositions pour la retrouver. Et depuis 15 ans, Interpol découvre beaucoup de tablettes qui ont été volées et qui ont été ensuite vendues sous le manteau, qui ont circulé sous le manteau. Mais il y en a des milliers, Alors, ne vous trompez pas, cette tablette n'est pas grande. Cette tablette, justement, le problème, c'est qu'on peut la cacher. Elle est comme ça. Donc je la prends, si je rentre dans le musée, et si on enlève les sonneries de sécurité, on la prend, on la met juste dans sa poche. Moi, elle n'est pas plus grosse, elle est plus petite que l'iPhone que vous avez. Vous vous rendez compte? Mais elle coûte évidemment des centaines de milliers de fois la valeur de l'iPhone. Et surtout, c'est une propriété de l'humanité. Ça appartient à toute l'humanité. Donc je vous dis ça parce que vous êtes des futurs citoyens. Vous n'êtes pas là uniquement pour vous occuper pendant 2 heures, puis ensuite vous allez aussi avoir des diplômes, etc., etc. Vous aurez à décider, en tant que citoyen, un jour, quel que soit votre métier, de faut-il faire ça qui est bien, ou faut-il ne pas faire ça qui n'est pas bien. C'est vous qui allez décider, ce n'est pas nous, nous ne serons pas là. Ne l'oubliez jamais. Bien. Ensuite, il y a les apports mathématiques grecs. Alors là, les musulmans vont, pratiquement, quand ils vont traduire les textes, nous le savons aujourd'hui, grosso modo, 80% des textes scientifiques
en particulier mathématiques, viennent des Grecs. Et ensuite, les 20% se partagent en 15% indiens, et les 5%, c'est les mathématiques locales, circulation chinoise petite, modeste. Voilà. Alors, l'arithmétique pythagoricienne. Je vais aller vite pour vous montrer quand même que c'est très précis. Nous savons ce qu'ils ont traduit, et nous savons ce qu'ils n'ont pas traduit. Donc je ne viens pas vous raconter une histoire des mille et une nuits. Hein. C'est très intéressant, les mille et une nuits. Je la raconte pour les élèves de CM2, 6e, 5e, 3e. Là, vous êtes des adultes, pratiquement. J'essaie de vous dire la vérité, la vraie vérité. L'arithmétique néo-pythagoricienne, parce qu'il y a Pythagore, 5e siècle avant Jésus-Christ. Néo, c'est une école qui va venir après. Donc, elle est représentée par un livre qui s'appelle L'introduction arithmétique de Nicomaque de Guéraz, 2e siècle après Jésus-Christ. C'est du grec, vous voyez. Alors, je vous montre des documents authentiques, qui ne sont pas sur Internet. Vous pouvez je ne peux pas vous interdire de prendre la photo, mais il est interdit de le mettre sur Internet, sinon c'est le lycée qui paye la taxe. Ah, je vous avertis comme ça. Hein. Bien. Voici la traduction en arabe. Arithmétique euclidienne. Il y a un livre très important d'Euclide qui s'appelle Les éléments, où il y a 13 chapitres, on les appelle des livres. Le chapitre 7, 8, 9 sont liés à la théorie des nombres, à l'arithmétique euclidienne. Voici, en arabe pour ceux qui lisent l'arabe, le livre 7, et il y a marqué 30 propositions. Oui, non, le livre 9, 36 propositions. Il y en a qui lisent l'arabe là? Parce que même moi, vous avez vu, j'ai eu difficulté à lire. Parce que là, c'est un arabe qui est décoré, c'est de la décoration. Donc au lieu de mettre la phrase, les mots après les autres, donc il met des mots qui sont en bas, il les met en haut pour que ça fasse joli, c'est tout. Donc j'étais en train, j'ai bégayé parce que je cherchais le mot. Donc là, il y a livre, il y a ici 9, et il y a ici 6 en haut, et ici 30, et ici proposition. Vous voyez, il a tout mélangé. Bon. Ça c'est la théorie des nombres. L'arithmétique diophantienne. Alors Diophante, c'est un grand mathématicien du 2e siècle après Jésus-Christ. Nous avons découvert ces textes là, ce sont des manuscrits du Vatican. Le Vatican n'a pas que des livres religieux. Il a des richesses incroyables sur le patrimoine de l'humanité, en sciences en particulier, en philosophie, etc. Ils ne sont pas sectaires du tout. Et c'est l'une des bibliothèques les plus riches. Et donc quand on a besoin de nous, chercheurs, de travailler sur des manuscrits, eh bien on leur écrit, on commande, et puis on paye en euros. Avec la carte bleue, il n'y a pas de problème. Avant, il fallait aller à Rome. Avant, il fallait aller à Rome, avoir une autorisation spéciale, entrer au Vatican, ensuite avoir une autorisation pour entrer à la bibliothèque, etc. etc. On était surveillés, on avait des gants blancs, un crayon, il ne fallait pas avoir de stylo, des gants blancs pour ne pas toucher le manuscrit. Et puis ensuite, il y avait une dame ou un monsieur qui était là, qui surveillait même les chercheurs, pas de confiance, pour ne pas qu'ils déchirent les feuilles. Parce qu'une seule feuille, vous la mettez dans les circuits informels pour la vendre, vous avez 10 000 euros. Donc c'est facile de déchirer. Et il y avait des gens très indélicats, même chez les chercheurs. Nous sommes des êtres humains. Géométrie euclidienne, voici les textes grecs. Alors là, vous devinez, théorème de Pythagore. Et voici le texte arabe. Géométrie archimédienne. Alors Archimède est mort en 212 avant Jésus-Christ. C'est un très grand mathématicien, physicien, mécanicien. Ça, c'est son livre La mesure du cercle. Et bien voici la version arabe. Je vous montre une page. C'est l'un des rares livres d'Archimède qui a été traduit en arabe parce qu'ils n'ont pas trouvé tous les livres. Ils savaient qu'il était un grand mathématicien. Ils avaient même la liste de développe l'algèbre. Vous allez voir comment ça va arriver. Pour qu'on se pose la question, est-ce qu'il est possible de le transformer, ce problème, en problème d'algèbre et d'utiliser les outils de l'algèbre, qui sont des outils nouveaux. Un peu comme aujourd'hui, l'informatique résout beaucoup de problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec uniquement la simple démonstration. On peut démontrer qu'un objet mathématique existe, mais on ne peut pas l'avoir physiquement parce que les calculs qu'on avait avant l'informatique n'étaient pas assez développés. Maintenant, avec l'informatique, on peut calculer pi avec des millions de chiffres si l'on veut, juste si on a du temps à perdre. Alors, il y a des résultats nouveaux. Il y a des réflexions nouvelles sur les outils mathématiques. Il y a des discussions sur les fondements. Vous savez, les mathématiciens
Leur travail, ça ne consiste pas uniquement à inventer des choses pour que ce soit dans les programmes des lycées, pour vous embêter. De temps en temps, ils s'arrêtent. Ils découvrent beaucoup de résultats, et puis ils disent stop. Ils s'entendent entre eux, stop. On a trouvé beaucoup de résultats, mais ces résultats sont construits sur du sable mouvant. Donc il faut consolider les fondations. Alors on va essayer de revenir aux fondations. Qu'est-ce que c'est que les fondations? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble vide? Qu'est-ce que c'est que de droites parallèles? Peut-on être sûr d'avoir de droites parallèles? Théoriquement et physiquement. Comment démontrer? Est-ce qu'il y a 36 000 manières de démontrer? Est-ce qu'elles sont toutes valables, sur le même niveau? Est-ce qu'il y a des démonstrations qui sont plus faibles que d'autres? Ben, vous le savez très bien, si on vous demande de démontrer un théorème de théorie des nombres, ben, vous utilisez ce qu'on appelle la méthode de récurrence. C'est du programme? Non. Pas eux, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est l'après-midi. L'après-midi. Ouais. Ben, vous voyez, il faut que je me recycle avant de venir. Non. Parce que je n'ai enseigné qu'à l'université, donc je suis complètement décalé, je m'excuse. Bref, là, les gens vont réfléchir sur les outils pour découvrir les résultats. Les outils théoriques et les outils, évidemment, techniques. Nouvelle discipline, nouveau chapitre. Alors là, effectivement, la civilisation de l'islam va apporter quelque chose qui est indiscutable aux yeux des chercheurs aujourd'hui. C'est dans cette civilisation que va apparaître l'algèbre comme discipline nouvelle. Les techniques algébriques existaient, mais c'est des techniques qu'on utilisait de manière éparse, sans prendre conscience que si on les rassemblait, et si on les distinguait de la géométrie, et si on les distinguait du calcul indien, ça pouvait faire une nouvelle discipline. Personne ne s'en est occupé. Pourquoi au IXe siècle, un mathématicien d'origine persane qui s'appelle Al-Khawarizmi, et alors là je repose la question, d'où vient le mot algorithme? Et il vient du nom de ce monsieur, Al-Khawarizmi, parce qu'il a été latinisé au Moyen-Âge en Europe, on l'a appelé algorithmus, et ça va donner algorithme. Voilà. Bien, l'algèbre, la trigonométrie, est d'origine grecque et indienne au départ, puisque je vous dis que le sinus est indien, le sinus verse. La corde de l'angle double, c'est 2 fois sinus alpha et grec, mais tout le développement qui vous embête aujourd'hui, alors à quel niveau ils apprennent sinus A plus B, cosinus A plus B, etc. Première, là il y a des premières. Il y a des premières. Première. Alors là, voilà, je vous dis. C'est pas encore, je pense. Alors regardez, je suis très gentil comme prof. Pour une fois, si vous voulez taper sur les Arabes, là vous avez l'occasion. Ce sont eux les responsables de sinus A plus B, cosinus A plus B, tangente A moins B, etc. Et toutes les choses horribles de On trigonométrie. en parler cet après-midi parce que les terminales en bas déjà de revoir tout ça. Ah voilà. Alors que Moi j'en ai bavé. Ouais, bon. Moi j'en ai bavé, pourtant je suis arabe, hein. J'en ai bavé. et je les ai maudits, ceux qui ont inventé, je ne savais pas que c'était mes ancêtres. Bien, là effectivement c'est un grand apport important, c'est une discipline qui va se développer. Et puis l'analyse combinatoire, c'est très étonnant, mais contrairement à ce qu'on croit, maintenant il y a des recherches depuis 30 ans, l'analyse combinatoire, les premiers chapitres se sont développés en pays d'islam. Et contrairement à l'Europe, où on a développé la combinatoire pour des raisons de jeu de hasard, Newton Pascal, là c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le jeu de hasard, parce qu'il était interdit par la religion, c'est parce qu'ils voulaient résoudre le problème des dictionnaires. Les Arabes n'avaient pas de dictionnaire au 8e siècle, et ils avaient peur de faire des dictionnaires en oubliant des mots. La langue arabe qui est une langue phonétique, et donc ça partait des racines, bilitaires, trilitaires, etc. Et donc, il y a un grand monsieur, le premier linguiste d'ailleurs, arabe, qui s'appelle Al-Khalil ibn Ahmad, qui est mort vers 785, qui a dit il faut qu'on calcule tous les mots avant d'écrire le dictionnaire, pour ne pas l'oublier. Il faut qu'on les calcule et qu'on sache comment les ordonner pour ne pas en oublier. Ben ça, c'est un problème de combinatoire, qui est le premier grand problème de combinatoire, d'ailleurs qu'on enseigne parfois voilà, dans le cadre de l'enseignement de la probabilité discrète. Et enfin, les carrés magiques. Ça, c'est la théorie des nombres. Ben, les carrés magiques, ce sont les Européens qui les ont appelés les carrés magiques. Ce sont des carrés avec des cellules. Alors vous prenez un carré, par exemple 3-3. Ben, vous prenez votre carré, vous le divisez en 3 colonnes, 3, comme ça, cellules, et puis vous avez 3 x 3, 9. Et je vous donne les nombres de 1 à 9. Je prends l'exemple le plus simple, hein, parce que vous commencez à fatiguer. Si c'était au début de la cour, je vous donnerais déjà non, quoique, en bon pédagogue, je commence par le carré de 3. Alors, le carré de 4, ça ne marche pas. Carré de 3, et puis ensuite on monte. Alors, vous avez les chiffres de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord?
Vous rentrez chez vous aujourd'hui, ou le week-end, surtout si il pleut beaucoup, il n'y a rien à faire dehors, les programmes de télévision ne sont pas bons, vous prenez votre carré magique de 1 à 9, vous essayez de les disposer dans les cases, de telle sorte que les sommes horizontales soient les mêmes, soient égales aux sommes verticales et aux sommes diagonales. Eh bien, bon dimanche. C'est pas facile. D'accord? Alors, ils ont établi toute une théorie, avec évidemment des nombres de carrés horribles, très, très grands. Ah, maintenant je passe à la troisième phase. Pardon, non, toujours la deuxième phase. Je vous parle de ce qu'ils ont fait, grosso modo, je ne rentre pas dans les détails. Parce que chaque thème que j'ai abordé mériterait une conférence. Bien. Mais où se passaient ces activités mathématiques? C'est pas abstrait tout ça. Je vous ai montré l'immense espace, là je vous donne les villes. Alors il y a Damas, Bagdad, Le Caire. C'est important que vous le sachiez, futurs citoyens. Regardez-moi dans les yeux. Parce que vous n'avez connaissance de Damas et de Bagdad que par les violences qu'elles ont subies depuis 10 ans. Vous devez savoir que c'était des pôles scientifiques pendant des siècles. Surtout Bagdad. Bagdad au Xe siècle avait 2 millions d'habitants. Et c'était le grand monopole, le grand pôle scientifique. Mais il n'y avait pas que ça. Ça, c'est le centre de l'Empire. C'est là où il y a le califat, comme on dit. Vous avez entendu parler du mot califat. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc le califat, c'était le pouvoir central de tout l'Empire. Ensuite, il y a l'Asie centrale. Les grandes villes sont Nishapur, Ispahan, Rai, en fait il faut dire Rai, il faut rouler le R comme les Bourguignons, et Samarcande. Alors, je vous donne une idée géniale. Votre premier voyage quand vous aurez un peu d'argent, et maintenant il y a des low cost, commencez, si vous voulez connaître les pays musulmans, vous voyez, je ne suis pas chauvin, je ne vous dis pas d'aller à Alger, là où je suis né en Algérie, bien. Allez dans une des villes, Nishapur, Ispahan, Rai, c'est en Iran aujourd'hui. Samarcande, c'est encore plus loin, c'est encore aussi beau, c'est en Ouzbékistan. Et ça coûte pas cher. Il y a des tarifs pour les jeunes à 250 €, à 300 €, on peut même vous pistonner pour avoir une semaine. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'ouzbek, apprenez l'anglais quand même. Voilà. Mais si vous parlez l'arabe, il n'y a pas de problème. Comme il y a des musulmans, donc ils comprennent. Là j'ai été 3 jours à Istanbul, j'ai fait ma conférence en arabe classique, et dans la rue, eh bien, quand j'étais complètement coincé, je disais quelques petites phrases en arabe classique, j'arrivais à m'en sortir. Je savais me diriger vers l'aéroport, vers les trucs stratégiques quoi, de la vie, c'est tout. Alors, ensuite, il y a l'Occident musulman. Saragosse, Cordoue, Séville. Le Maghreb, donc ça c'est l'Espagne, le Maghreb. Tunis, Kérouan, Béjaïa, Marrakech. Je vous donne que quelques villes, hein, parce qu'il n'y a pas de place. Alors, mais chacune de ces villes a été importante à une période de l'histoire. Ce n'est pas toujours une grande métropole scientifique. Par exemple, Damas, c'est surtout 8e siècle, et encore ça n'avait pas démarré, c'est la période de maturation. Ensuite, c'est surtout 13e, 14e siècle. Bagdad, du 9e jusqu'au 12e. Le Caire, c'est 10e, puis ensuite ça flanche, pour des raisons politiques. Ensuite, ça reprend 11e, avec les Fatimides, et ensuite c'est 14e, 15e. Saragosse, 11e siècle, Cordoue, 10e, 12e, Séville, 12e, 13e. Tunis, 14e siècle, Kérouan, 9e, 10e, 11e, Béjaïa, 12e, 13e, c'est dans le Maghreb central, c'est une petite ville aujourd'hui, Marrakech, 12e, 13e, et Tombouctou, 14e siècle, 15e siècle. Bon, tout le monde sait où est Tombouctou quand même. Non? Vous avez entendu parler des manuscrits de Tombouctou. On va vous regarder sur Internet. C'était la ville la plus importante du point de vue sciences religieuses et les autres sciences profanes. Alors, je vous montre quelques images. Bagdad, 8e, 9e siècle. C'est là où démarrent les mathématiques en pays d'islam. Voici un timbre-poste. Il représente l'un des plus grands mathématiciens de cette ville, et c'est lui le père de l'algèbre, Al-Khwarizmi. Il est mort en 850. Et voici la couverture de son livre, le livre d'algèbre. C'est un manuscrit, il est à Oxford, mais on connaît aujourd'hui 5 copies dans le monde.
Il a été édité. Et c'est la première fois qu'apparaissent précisément bien, les équations, leur procédure de résolution, et surtout la démonstration selon les Grecs. Voilà l'influence grecque. Donc il y a une influence indienne ou mésopotamienne et une influence grecque. Démonstration de la validité de l'existence des solutions positives de ces équations. Comme vous le savez, une équation de second degré, elle a deux solutions. Nous savons aujourd'hui qu'elle a deux solutions positives ou négatives. Comme ils ne pouvaient pas écrire les nombres négatifs, ils ne les ont pas inventés, ils ne cherchaient que les solutions positives. Parce qu'ils pouvaient démontrer leur existence par la géométrie. Et la géométrie ne peut pas avoir un objet négatif, ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas le système cartésien avec les axes positifs et négatifs. Mathématiques et pratiques religieuses. Donc ils vont développer des mathématiques théoriques, mais à Bagdad, je suis à Bagdad, là, je parlerai des autres villes, ils vont développer aussi des mathématiques au service de la population. Un peu comme aujourd'hui, on dit, ben, toute l'informatique, tous les iPhones, etc., ben, à la base, s'il n'y avait pas eu de mathématiques, et mathématiques appliquées, s'il n'y avait pas l'algorithmique, il n'y aurait pas eu d'iPhone. C'est connu, hein, maintenant. Donc il y a détermination de la direction de la Mecque. Vous allez me dire pourquoi c'est important. Eh ben, nous sommes dans une civilisation où la religion est importante, et la Mecque, c'est le centre de ce monde. À tel point qu'ils considèrent que tout le monde qui existe sur la Terre, ben, son centre, c'est la Mecque. C'est une position idéologique, hein, bien sûr. Et voici l'exemple rapidement. Voici, par exemple, Mantes-la-Jolie, elle est là. La Mecque est là. Vous voulez faire la prière, mais en bon musulman, vous voulez quand même, parce que Dieu aime la science, et aime aussi la beauté. Vous savez, beaucoup d'extrémistes aujourd'hui l'oublient. C'est écrit dans les textes que Dieu est la beauté et il aime la beauté. Que Dieu c'est la science, toute la science, et il aime la science. Donc il encourage les sciences. Bien. Eh bien, il voudrait bien quand même Dieu que les musulmans aient une direction de la Mecque qui soit exacte, ou sinon approximative, mais quand même avec quelques chiffres après la virgule, mais pas avec des erreurs de 10 degrés par exemple. Vous savez qu'une erreur de 10 degrés de longitude, c'est comme 1 degré de longitude, ça fait 65 km en Méditerranée. Donc vous voyez un peu l'erreur. Vous voulez faire la prière vers la Mecque, là, vers la direction de monsieur le proviseur, je choisis bien le fusil. Et en fait, vous êtes en train de faire la Mecque, là, vers mon collègue barbu, là. Bon, il y a déjà une bonne intention, parce que vous l'avez choisi barbu, etc., posé, mais ça ne suffit pas, c'est pas la science. Donc il y a eu des débats entre eux, j'ai pas le temps, il y a eu des débats entre ceux qui voulaient une direction scientifique et ceux qui disaient, après tout, c'est l'intention qui compte. Si on a une bonne intention en islam, Dieu est clément et miséricordieux. Même si la Mecque est là et on fait la prière. Ça veut dire que l'état des sciences n'avait pas évolué à cette époque. Alors, Mantes-la-Jolie est là. Si vous calculez cet angle Q, connaissant la latitude de Mantes-la-Jolie, ça il savait le calculer. Connaissant la latitude de la Mecque, il savait. Mais il faut connaître aussi la longitude de Mantes-la-Jolie et la longitude de la Mecque. Alors, si vous connaissez ces éléments, or ils ont appris, grâce aux Grecs, non seulement à les calculer, mais à les calculer avec beaucoup plus de précision parce qu'ils ont développé les outils indiens et chinois. Alors, vous avez la formule. Vous avez la formule. Eh bien, la formule, si je vous la donne aujourd'hui, c'est pas évident que vous puissiez me donner la direction. Et ça, c'est une formule qui est complète, puis ensuite il y a une formule simplifiée. Vous remarquerez que c'est une formule trigonométrique. Alors, les XM, etc., ça c'est la latitude de Mantes-la-Jolie, latitude de la Mecque. Vous voyez, latitude, latitude. Et puis ensuite, ça, c'est la différence de longitude. Donc, tous les éléments sont là. Hein. Bien. Et puis là, c'est ce qu'on appelle arc cotangente. Ils apprennent les arcs sinus cosinus. Non, pardon, j'ai rien dit. Ça, c'est à la fin. D'accord? Vous voyez que nous sommes au 9e siècle. Milieu du 9e, ils ont inventé les concepts d'arc sinus, arc cosinus, arc cotangente, et ils savaient le calculer. Détermination des moments des prières. Les musulmans ont 5 prières. Bon, le prophète a décidé ça comme ça. Et bien ces 5 prières, il faut les déterminer. Si on regarde de très près, on constate qu'avec l'observation, on peut déterminer 4 des 5 prières. Parce que grosso modo, les moments des prières sont des moments astronomiques. C'est-à-dire le lever du soleil, le coucher du soleil, le zénith, ça c'est grosso modo facile. Il y en a une qui est très compliquée. C'est celle qui est entre midi et 4 heures de l'après-midi. Comment la placer?
il n'y a aucun signe dans le ciel. Ni les étoiles, ni des événements du ciel, le coucher, etc. Donc là, il faut les mathématiques. Et donc, ils ont inventé toute une science qu'on appelle la science du temps. En fait, la seule chose qui les préoccupait, c'est la troisième prière. Et bien voilà. Donc ils vont... Là, je vous ai mis une belle mosquée. Oui, je ne suis pas chauvin, ce n'est pas une mosquée algérienne, c'est une mosquée marocaine. Elle est très belle, très très belle. Elle est à Casablanca. Bien. Et voici tous les éléments pour pouvoir calculer le moment des prières. Tel l'angle horaire, la latitude, la hauteur, l'inclinaison. Eh bien, regardez la formule, elle est horrible. Regardez la formule, elle est horrible. Pour calculer exactement le moment des prières, pour chacune des prières. Bien. Ensuite, je vais aller vite. Attendez, je crois que j'ai un problème de pile. J'ai prévu tout ça. En attendant, vous pouvez poser une question. Hein. Vous pouvez souffler aussi. Parce que je vous bombarde d'informations. Alors. Vous avez remarqué, j'ai dit que vous pouvez souffler, et il souffle. Ça veut dire... Oui, allez-y. La formule, ça veut dire que vous avez compris que la Terre était ronde. Ah, ça, il le savait. Et il le savait aussi. Ah, il le savait. Chez nous, ça a mis du temps avant de comprendre. Ah non, mais d'abord, les Grecs savaient que la Terre était ronde, parce que Eratosthène avait fait le travail. Quand les musulmans vont arriver, il y a quelques musulmans qui sont un peu dogmatiques, qui étaient ignorants, qui disaient non, 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 il y a un verset qui dit que la Terre est plate et elle est plate. D'autres leur disent, mais enfin, il y a la science. Dieu n'est pas contre la science. Donc ils ont démontré, ça se démontre, c'est pas une conviction, une hypothèse, que la Terre est ronde. Et depuis le 9e siècle, aucun musulman majeur et vacciné, qui est allé à l'école, même un théologien de plus, ne peut pas dire que la Terre est plate. Mais malgré tout, aujourd'hui sur Internet et à la télé, nous avons vu, je vis dans les hôtels, je voyage beaucoup, des gens qui viennent le soir, il y en a un dernièrement, il y a 3 mois, qui expliquait avec force de détail que tout ce qui se disait sur la Terre ronde est faux et que la Terre est plate. C'est connu, c'est incroyable. C'est le retour de l'ignorance. Parce que nous, pour gagner, il a risqué la mort. Ah ben ça c'est... Alors il a risqué la mort pas pour le fait que la Terre est ronde. Il a risqué la mort pour le fait qu'il a dit la Terre tourne autour du Soleil. Et que la Terre tourne autour de son axe. Et là l'Église n'était pas prête. Parce que l'Église était restée à une lecture littérale. Ceux qui sont de lecture, ce sont des problèmes humains. Moi, je ne les mets pas sur le plan de la religion en tant que c'est un dogme. Mais les êtres humains ont interprété comme étant, bon, la vérité, c'est ça. Si vous mettez l'aspect politique pour défendre la vérité, alors là, c'est une sorte de dictature intellectuelle. Bien. Il y en a eu en islam. Et ça a été dépassé parce qu'il y avait une dynamique scientifique dans cette société jusqu'au XIIIe siècle, XIVe siècle. Alors là, je vais revenir à mes gadgets. Donc normalement ça devrait marcher. Voilà, le moins est là. Voilà. Donc le moins est là et le plus est là. Alors si ça ne marche pas, c'est pas grave. Bien. Et ça marche. Donc c'est une question de pile. Bravo. Le jeune homme m'applaudit, je suis très fort. Kérouan, 9e siècle, Maghreb, en Tunisie aujourd'hui. Voici un mathématicien. J'ai pas sa photo, mais j'ai mis la mosquée. Le Kérouan. Et ça, c'est les tombes. Ce sont de très belles tombes. C'est vraiment spécifique. Et voici une page de mathématiques pour résoudre des problèmes d'héritage. Et c'est pas évident. C'est un chapitre qui va utiliser toute la théorie des fractions pour résoudre des problèmes d'héritage. Voici Cordoue, le premier grand mathématicien de Cordoue. Il s'appelle Al-Maghriti, ça veut dire celui de Madrid. Voilà. Et il a eu toute une école avec ces 5 noms, ce sont de très grands mathématiciens, les premiers grands qui vont se développer. Tous leurs livres sont pratiquement perdus, sauf celui-là, on l'a découvert, un collègue chercheur au CNRS, une quinzaine de pages, sauvés parce qu'ils ont été transcrits en hébreu. Alors, la communauté juive était importante dans le pays d'islam, elle était arabisée, mais elle avait aussi sa langue de liturgie, et l'hébreu. Et bien, au XIIe siècle, ils vont avoir un rôle très positif. D'abord parce qu'ils vont sauver des manuscrits, parce qu'ils les avaient étudiés,
Puis ensuite, ils vont transmettre les manuscrits en traduisant en hébreu, vers l'Europe, avec les latins. Et là, celui-là par exemple, j'ai trouvé uniquement une référence à son livre qui est considéré comme très important au XIe siècle. C'est tout. Tous les autres, leurs livres sont perdus. Ensuite, il y a le Caire. Nous sommes à la fin du Xe siècle. Ibn al-Haytham, c'est le plus grand spécialiste de toute l'histoire de l'humanité, des Grecs jusqu'au XVIIe siècle, Descartes, dans ce qu'on appelle la nouvelle discipline qui s'appelle l'optique, développée par les Grecs, ensuite développée par les savants des pays d'islam. L'optique. Bien. Le voici, décidé par les Européens. Voici une page de mathématiques sur les paraboles. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la manière de concevoir des miroirs sous forme parabolique, donc en 3 dimensions, ou hyperbolique, ou elliptique, ou sphérique, de sorte que l'armée puisse brûler les bateaux ennemis à distance. C'est un grand problème attribué aux Grecs et à Archimède. Tout le monde prétendait qu'Archimède a pu réaliser cette arme redoutable, c'est de faire la guerre à distance. Parce que, vous savez, la grande coupure dans l'histoire des guerres, c'est quand on fait la guerre au contact, et quand on fait la guerre à distance. La première volonté de se libérer, c'était d'inventer les flèches. Donc les flèches, c'est parce qu'il y avait une volonté de faire la guerre à distance. Ensuite, on a essayé les miroirs ardents. On n'a pas réussi à les réaliser, mais on a fait beaucoup de découvertes théoriques en mathématiques. Mais on n'a pas pu les réaliser parce qu'il y a des problèmes technologiques qui se posent. Voilà. Et voici Saragosse. Alors là, si vous n'avez pas l'argent d'aller jusqu'en Ouzbékistan, allez à Saragosse. Je sais que les tarifs pour vous, c'est 50 € aller-retour. Ça, je sais. Donc, là, vous avez un petit château qui s'appelle la Ja'fariya, du nom de celui qui l'a bâti. Nous sommes au XIe siècle. Et là, il y avait un petit roi qui s'appelle Al-Mu'taman, qui est en fait un grand mathématicien. Il est mort sans achever un gros livre dont il avait écrit 500 pages, qui étaient perdues. Et les 500 pages qui restent, il nous a laissé une table des matières. Et alors moi j'ai eu chance inouïe, avec un de mes collègues qui était mon concurrent, on a découvert les premières pages du premier volume, 500 pages. Et donc pendant 15 ans, parce que là je vais vous raconter des choses en 1h30, 2 heures, et certains pensent que le temps est long déjà, et que je parle trop, etc. Mais parfois je raconte des choses qui nous ont demandé 15 ans de recherche pour les raconter en 3 minutes. Pendant 15 ans avec mon collègue, qui allait trouver les éléments pour constituer le premier volume qui faisait 500 pages. Le deuxième volume, il y avait la table des matières, mais on ne savait pas qu'elle existait. Donc il y a mon collègue qui a trouvé, disons, les 2 tiers. Oui, les 2 tiers. Et moi j'ai trouvé... non, il a trouvé les 2 tiers avec des chapitres qui manquaient. Et moi j'ai trouvé le dernier tiers, mais avec des morceaux qui manquaient. Donc il manquait des choses. Mais pendant 15 ans, on a essayé de retrouver ce qui manquait. En voyageant, en demandant, en allant dans les bibliothèques, même dans les bibliothèques de l'armée à Istanbul, en dépensant beaucoup d'argent, l'université ne nous payait pas. Alors là, je voudrais un jour venir vous raconter l'histoire d'un chercheur. C'est-à-dire la souffrance d'un chercheur quand il ne trouve pas, et le bonheur d'un chercheur quand il trouve. Moi, un jour, j'ai trouvé 5 pages dans un manuscrit à Alger. J'étais tellement heureux parce qu'il m'a permis de démontrer à tous les spécialistes à cette époque-là, il y a 25 ans, que la combinatoire est née à Marrakech. D'abord, au pays d'Islam. Et il fallait que je trouve un texte. J'ai trouvé 5 pages qui étaient la clé de la cabane d'Ali Baba. Et c'était à Alger. J'avais une mission d'1 semaine, j'avais pas beaucoup d'argent. Et alors ce jour-là, je trouve les 5 pages. Je rends tous les manuscrits au conservateur. Il me dit, mon fils, d'habitude tu restes jusqu'à 18 h. Ben, il est 11 h. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Je dis, non, non, non. Je dois aller voir ma mère, etc. Elle a besoin de moi. C'est pas vrai. J'avais trouvé les 5 pages qui pouvaient me permettre éventuellement de trouver un manuscrit qui était signalé dans les 5 pages. Avec le nom, etc. Et si je trouve ce manuscrit, c'est bingo pour un chercheur. Bon. Je rentre chez ma mère qui était à 30 km. Et là, en général, quand on est musulman, même quand on n'est pas pratiquant, on a quand même une culture. Je sors mes billets de devise, c'était le franc à l'époque. Je dis, mère, fais un déjeuner pour les pauvres. Alors nous avons cette culture, lorsqu'on a un grand événement,
on pense aux pauvres. Et donc je lui dis, demain c'est vendredi, tu fais un grand déjeuner, c'est-à-dire un grand couscous, ou deux grands couscous. Mais avec, pour que ce soit vraiment accepté par Dieu, il faut qu'il y ait beaucoup de viande, parce que les pauvres ne mangent pas de viande. Beaucoup de viande, beaucoup de légumes, et tu les déposes à l'entrée de la mosquée, à la sortie de la prière du vendredi. Donc tous les gens affamés vont manger enfin du couscous avec de la viande. C'est un événement. Elle prend l'argent, et les mamans ne disent jamais rien. Surtout en Méditerranée. Et 10 ans se passent. Et un jour, assis à côté d'elle, je commence à lui poser des questions sur les affaires familiales. Je suis l'aîné de 9 enfants, ça c'est une autre histoire. Et elle me dit, mon fils, moi j'ai une question qui me taraude, je ne l'ai jamais posée. Parce qu'ils ont la notion du temps qui est très long. Hein. Dit, quand tu m'as donné tant d'argent pour faire un couscous pour les pauvres, c'est pourquoi? Là, je lui dis, c'est compliqué parce que j'ai trouvé un livre très important qui m'a fait connaître en Amérique, au Canada, etc. Elle me dit, ah bon? Mais je lui dis, mais toi, tu croyais quoi? Elle me dit, moi je croyais que tu avais trouvé une belle femme, tu allais te marier à Alger, tu allais rester. Il y avait un malentendu total. Pour elle, son fils était trop loin d'elle, il était en France, il fallait qu'il se stabilise, qu'il trouve une belle Algérienne aux yeux noirs. Donc, ben, je suis marié avec une belle Française aux yeux noirs, plus petite. Bon, elle n'est pas là, je peux casser du sucre. C'était une manière pédagogique de continuer la conférence. Alors, ce monsieur, voici la page. Voici une des pages qu'on a découvertes. Alors, on a fini par découvrir tout le premier volume. Et j'ai découvert à Istanbul la partie qui me permettait de compléter le premier volume, c'est moi qui l'ai découvert, j'ai écrit cet article. Et surtout, j'ai découvert la table des matières du deuxième volume, qui devait être aussi de 500 pages. Et donc, pendant longtemps, j'ai espéré trouver le deuxième volume. Maintenant, je désespère parce que je connais mieux la vie de ce monsieur. C'était une époque agitée, nous sommes au XIe siècle. La reconquête chrétienne de l'Espagne avait commencé, l'Andalous. Et donc, on pense qu'il est mort pendant des périodes un peu troubles. Il n'a pas pu finir, du moins publier les brouillons. Il a dû sûrement avoir les brouillons parce qu'il avait la table des matières. Et donc, je considère qu'il n'a pu écrire et publier que le premier volume. Voilà. Vous voyez comment on travaille? Alors, là, c'est un grand aussi, mais qui est iranien, qui est persan. Il s'appelle Omar Khayyam. Si vous avez un peu de culture, il est connu surtout en Europe comme étant un très grand poète du 11e, 12e siècle. Il est mort en 1138. Et ça, c'est sa statue dans un jardin de Téhéran. Et c'est moi qui ai pris la photo. Donc, je suis allé 5 fois. Et ce monsieur, il est connu comme poète, comme philosophe, mais en fait, c'est un très grand mathématicien. C'est le premier qui va développer un chapitre de l'algèbre qui n'a pas pu être développé à Bagdad au 9e, 10e siècle, c'est trop difficile. C'est résoudre les équations du 3e degré et du 4e degré avec des méthodes soit algébriques, soit géométriques. Comme tous les mathématiciens de l'islam ont échoué avec la méthode algébrique, qui n'est pas facile, va être inventée par les Italiens au XVIe siècle. Alors il va réorienter sa recherche, et c'est le premier qui va développer une théorie géométrique de la résolution des équations du 3e degré et du 4e degré. C'est un grand. Donc j'ai publié son livre avec un de mes collègues du CNRS. Voici par exemple l'équation du 3e degré, x3 plus c égale bx. Bon. Eh bien, il utilise l'intersection d'une parabole couchée et d'une hyperbole couchée. Et le point il va démontrer que les deux courbes se coupent. Bon, il ne le démontre pas rigoureusement, il n'avait pas les outils. Donc ce point d'intersection, il va prendre ce qu'on appelle aujourd'hui l'abscisse et leur donner. Il va démontrer que... Vous savez, parmi tous les mathématiciens que j'ai fréquentés depuis 35 ans, du 9e siècle au 15e, j'ai choisi celui-là comme maître. Vous voyez, je ne suis pas chauvin, il n'est ni maghrébin, ni égyptien, il est iranien. Donc je n'étais jamais allé en Europe, parce que c'est un grand. Et puis parce que aussi un jour, vous savez, moi je ne suis pas superstitieux, mais un jour j'ai fait un rêve, on fait tous des rêves. Puis un jour, c'est ce monsieur, je ne connais pas son visage, qui est venu et qui m'a parlé, qui m'a dit: tu es un bon étudiant en mathématiques, tu es un bon chercheur en mathématiques, alors pourquoi tu m'as oublié? Je suis ton maître. Voilà. Lui, moi j'ai cru rêver ça. Et depuis ce jour, je voulais aller déposer une fleur rouge, parce qu'il adorait les roses rouges, sur sa tombe. Ben, j'ai réussi. Et au 3e voyage.
Parce que là, comme j'étais expert, ils ont fait le geste, m'ont payé l'avion Téhéran-Mashhad, c'est à 20 km de la frontière de l'Afghanistan. Et puis j'ai pris un taxi jaune, je suis arrivé dans la ville de Nishapur, où il est né, où il a été enterré, et là j'ai vu le tombeau dans un beau jardin, et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que, bon, vous savez que l'Iran est très religieux hein, aujourd'hui, mais j'ai vu des couples de jeunes fiancés qui venaient, donc ils l'ont pas fait pour moi, vous ne savez pas qui j'étais, qui viennent, qui arrivent jusqu'au tombeau, qui récitent un poème, le Khayyam, et pour eux, ils m'ont expliqué après, pour eux, c'était pour avoir une sorte de bénédiction de ce grand savant pour que leur vie amoureuse soit réussie. Et j'ai trouvé ça très bien. Marrakech. Alors là, à Marrakech, il y a eu, à la fin du XIIe siècle, un très grand mathématicien. Il y en a eu deux qui ont été des chercheurs. Celui-là n'est pas connu du tout, je l'ai découvert dans les années 80. Alors ça, c'est le grand jardin des Almohades du XIIe siècle, qui existe toujours. Si vous allez à Marrakech, demandez Al-Manara pour aller visiter. C'est super. Les familles viennent tranquillement avec leurs enfants, pique-nique, etc. C'est juste pas très loin de l'aéroport. Et voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé le triangle de Pascal, 3 siècles avant la publication du livre de Pascal sur la combinatoire. C'est pas celui-là que j'ai trouvé à Alger. C'est les 5 lignes qui m'ont permis de découvrir ça, et le livre, et surtout de découvrir ses résultats. Alors ces résultats vont être établis par Pascal, sauf que moi je les ai trouvés à la fin du XIIe siècle. Les CNP, les permutations avec répétition. Bon, si je veux vous punir, si j'étais votre prof, je peux vous punir, sans vous le dire, je vous donne pour le week-end, pas de rester 2 heures ici à buller, c'est pas la peine, je vous donne démontrez-moi la formule de la permutation avec répétition, celle-là. Ou des combinaisons avec répétition et permutation, celle-là. C'est celle-là qui donne tous les mots de la langue. Et puis l'élève de son élève va établir le résultat de Pascal, avec la formule très arithmétique. Parce que tous ces résultats, ce monsieur, Ibn Malem, va les établir uniquement en analysant le tableau, plusieurs tableaux. Il n'est plus au lycée, c'est fini, ça a été supprimé le combinatoire. Voilà. C'est pas possible ça. La combinatoire, au profit des sondages, des intervalles de fluctuation. Oui, mais la probabilité discrète commence par les combinatoires. Voilà. Et puis il y a un élément de culture formidable. Ça a été supprimé de vos programmes. Il y a un élément de culture très important. Oui. Vous découvrirez les autres cultures, parce que la combinatoire, elle existe chez les Chinois aussi, chez les Indiens. Bon, chez les musulmans, ça a été développé, mais sans que les gens le sachent. Les Européens ne le savaient pas, ils vont redécouvrir, les Européens, au XVIIe siècle, ces résultats. Bon, mais ça, c'est les alphabets des programmes. Et enfin, le dernier, Samarcande, XIVe siècle, Al-Kashi. Alors, c'est le seul qui, à un moment donné, a été mis au programme de mathématiques de terminale, en France, grâce à l'initiative d'un inspecteur de mathématiques. Voilà. Alors, celui-là, il a fait surtout des mathématiques appliquées pour résoudre des problèmes astronomiques et artistiques, architecturaux. Architecture, décoration et mathématiques. Voici un mausolée, précisément à Samarcande. Il est beau, hein? Alors, ces coupoles n'ont pas la même géométrie. J'ai choisi cette photo parce qu'il y a 3 géométries différentes. Et ces géométries, en fait, sont établies a priori avec des patrons. C'est-à-dire c'est la géométrie appliquée. Et ces patrons, regardez, il y a aussi la décoration. Ça, c'est la décoration à 3 dimensions. Ça s'appelle des stalactites. Ça, vous les trouverez surtout en Iran, à Ispahan. Ça, c'est l'un des plus beaux que j'ai pris la photo moi-même, à Ispahan. Et puis voici une page de ce mathématicien, Al-Kashi. Bon, si vous lisez l'arabe, il explique comment réaliser les patrons de ces coupoles. Un type de coupole. Il en a 4 ou 5 ou 6. Et à chaque fois, il construit, à la règle au compas, un type de coupole. C'est un patron. Ensuite, il les donne aux architectes, qui eux ensuite vont les utiliser en faisant bouger le dessin à 2 dimensions. Il devient à 3 dimensions. Là aussi, c'est une décoration qui est à 3 dimensions, mais après avoir construit un patron qui est à 2 dimensions. Je ne dis pas plus, c'est compliqué. Bien. Et enfin, je terminerai sur la circulation des mathématiques dites arabes ailleurs. Alors, nous savons aujourd'hui, je vous donne le dernier bilan, nous savons aujourd'hui que les mathématiques ont circulé en Chine, soit en arabe, soit surtout en persan.
C'est normal, puisque les Perses sont dans la même frontière. Les Perses, tous ceux qui parlent perse. Et pas seulement les Iraniens, il y a une confusion aujourd'hui. Les Afghans parlent perse, les Ouzbeks parlent perse. Mais tous les pays qui sont le Turkménistan parlent turc, et puis il y a le persan aussi. Alors, il y a circulation des mathématiques dites arabes en Chine, en Inde, surtout l'astronomie. Ça, c'était pas très connu. Au Sahel africain, et surtout en Europe. Donc je terminerai sur l'Europe. Alors, à cette époque-là, quand la circulation a commencé, c'est-à-dire vers la fin du XIe siècle, du XIIe, personne ne misait un copec pour l'Europe. Les observateurs de l'époque considéraient que l'Europe, c'était l'espace le plus en retard pour récupérer le savoir produit dans cette civilisation. Ceux qui étaient les plus en avance, c'était la Chine et l'Inde, pas l'Afrique, hein. La Chine et l'Inde. Et surprise, au XIVe siècle, on a des témoignages d'intellectuels, Ibn Khaldoun du Maghreb, qui dit « J'ai entendu dire que la science a démarré de l'autre côté de la Méditerranée. » Mais il n'en est pas sûr, parce qu'il n'a pas voyagé en Europe. Donc ce sont des marins qui sont venus, ou des ambassadeurs, on dit « Attention, attention, ça démarre en Europe. » Et nous, ici, au Maghreb, on est en train de stagner. Parce qu'il le dit aussi. Il dit « Le 14e, c'est le début de la stagnation. » C'était un bon observateur. Alors, qu'est-ce qui va circuler rapidement? Il y a d'abord les passeurs de technologie. C'est toujours comme ça. La technologie circule plus vite que ce qui est théorique. Parce que la technologie, c'est un instrument. Il suffit qu'il y ait un mode d'emploi qui soit traduit dans la langue de l'utilisateur. On n'a pas à savoir comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'iPhone? Eh bien, vous ne le savez pas, moi non plus. Je suis professeur d'université, ancien titulaire de chaire, professeur émérite aujourd'hui. J'ai mon iPhone, il est là. Et dès qu'il tombe en panne, même pas, dès que le mail ne marche pas, je vais courir vers ma petite femme, c'est elle qui se débrouille, parce qu'elle connaît mieux que moi. Et pourtant, j'ai fait plus de mathématiques qu'elle. Elle est médecin. D'accord, c'est bien. C'est pas comme les maths. Et donc, j'utilise la technologie sans comprendre les principes de base et les principes de fonctionnement. Là, ça s'est passé comme ça. Ce qui explique pourquoi cet instrument, qui est un astrolabe grec, qui va être musulman, développé, eh bien, il va circuler en Europe. Il y a juste le changement, c'est que là, c'est en arabe, et là, ça va être en lettres latines. D'ailleurs, vous remarquerez que celui-là est beaucoup plus élaboré, fin. Celui-là est un peu grossier. C'est le début. C'est le début de la technologie de l'astrolabe en Europe. Nous savons que c'est le plus ancien, celui-là, il s'appelle l'astrolabe carolingien. Nous savons qu'il a circulé à la fin du Xe siècle, mais nous savons qu'il a été, c'était une copie d'un astrolabe fait à Cordoue, parce que celui qui l'a réalisé ne comprenait pas l'astronomie, et il a mis une plaque, parce que ça utilise des plaques de latitude, il a mis la latitude de Cordoue, alors que cet instrument s'utilise de l'autre côté des Pyrénées, en France. Et donc la latitude change. Et il n'avait pas compris qu'il fallait changer de latitude, mais il n'avait pas les moyens de changer de latitude avec des disques différents. Donc les spécialistes aujourd'hui l'ont rattrapé. On sait que c'est une copie d'instrument de Cordoue. Voici un instrument qui est beaucoup plus sophistiqué, il s'appelle l'astrolabe universel. Vous voyez, dans l'arabe, ça c'est du koufik, très beau. Alors celui-là est beaucoup plus léger que le précédent, parce que le précédent a besoin de plaques, parce que chaque plaque représente une latitude. Le recto de la plaque, c'est une latitude, et le verso, une autre latitude. Par exemple, si je suis à Marrakech, c'est une latitude. Dès que je suis à Marseille, c'est une autre latitude. Il faut changer de plaque. Dès que je suis à Paris, c'est une autre latitude. À Helsinki, donc un voyageur qui va du nord au sud ou inversement, il faut qu'il ait un instrument qui contienne au moins 4-5 plaques, multipliées par 2, recto verso, donc ça fait 10. Comme ça, il peut vraiment voyager, surtout les grands voyageurs, les grands commerçants, ou bien les militaires. À ce moment-là, celui qui va inventer celui-là, c'est une invention qui n'est pas théorique, qui est basée sur la théorie. C'est une invention technologique qui est formidable. Ça va faire gagner de l'argent d'abord, ça va économiser de la place, ça va économiser surtout le poids. C'est 4 fois moins lourd cet instrument que le premier. On l'appelait l'astrolabe universel. Bien regardez, c'est du copier-coller en or. C'est le même. Il y a juste même les dessins, regardez. Vous voyez ces ellipses là, ou pseudo-ellipses, c'est la même chose. Bien. Il suffit du mode d'emploi. Ensuite, il y a les passeurs de savoir. Là, maintenant, ensuite, il y a des noms. Les passeurs de savoir mathématique, il y a l'héritage indien. Alors, pour le moment, dans une période 10e, 11e, ils sont anonymes. Voici un texte avec les chiffres arabes, un texte maghrébin. Eh bien, on trouve la plus ancienne mention des chiffres arabes, des chiffres indiens,
dans un manuscrit de la fin du Xe siècle en Europe, écrit en latin. C'est pas moi qui ai découvert ce manuscrit, c'est le professeur Burnett, Charles Burnett, un grand spécialiste d'Angleterre. Bien. Voici un passeur très intéressant parce que c'est un pape. Avant d'être pape, il s'est révélé bon mathématicien, et son évêque, qui était l'évêque de, je ne sais plus de quelle région, peut-être de Bordeaux, lui il est d'Aurillac, donc il a été autorisé à aller se perfectionner en mathématiques dans le sud, en s'approchant des pays musulmans. Donc, comme il ne voulait pas aller vivre chez les pays musulmans, donc il est resté près de Barcelone. Et là, il a appris, là c'est un instrument qui s'appelle la sphère armillaire, il a appris les éléments de base de l'astronomie. Alors ce monsieur s'appelle Gerbert d'Aurillac. C'est le premier Français qui va être en contact avec les mathématiques dites arabes. Lorsqu'il va devenir pape, il va changer de nom. Alors il s'appelle Sylvestre II. Il est mort vers 1007. On l'appelle d'ailleurs le pape de l'an 1000. Alors c'est très intéressant parce que c'est à cette époque-là que, enfin, quelques décennies plus tard, que des papes, pas lui, des papes vont lancer les croisades contre les musulmans. Donc, en fait, les contacts avec l'espace musulman ont été d'abord des contacts pacifiques. Puis, pour des raisons politiques et idéologiques, cela va devenir, pendant des siècles, des contacts violents. Mais cela ne va pas empêcher la poursuite des contacts pacifiques, parce que ce sont deux groupes sociaux qui vont intervenir dans ces contacts. Voici une des pages mathématiques qu'il a écrites. Un passeur du XIIe siècle. Alors là, il est représentant de la communauté juive. Il s'appelle Abraham ibn Azra. Alors lui, le premier n'a pas traduit. Il a appris un peu d'arabe, alors il a utilisé les premières traductions en latin. Lui, il a été formé en arabe, en Espagne. C'est un citoyen de l'Andalous, donc il a eu sa scolarité en arabe. C'est comme si vous viviez à Londres, ben, vous avez votre formation en anglais. Et donc, lorsqu'on lui a demandé, sa communauté juive qui était surtout dans le sud de la France, Orange, Montpellier, Avignon, on lui a demandé de les faire bénéficier de la science des musulmans. C'était le pôle le plus élevé. Il ne va pas traduire parce que la traduction est difficile. Donc il va écrire directement en hébreu ce qu'il a appris. Donc il va rédiger des manuels en hébreu. Ce n'est pas un traducteur, c'est un passeur. Et c'est à cette époque-là que l'on date, les spécialistes datent, les premiers textes mathématiques écrits en hébreu, parce qu'avant, l'hébreu n'était pas utilisé pour les mathématiques, ni pour la poésie. Chaque fois qu'un juif du monde musulman voulait écrire de la philosophie, de la poésie, des mathématiques, il le faisait en tant que citoyen d'une cité musulmane qui s'exprimait en arabe. Donc il le faisait en arabe. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Maïmonide qui est mort à la fin du XIIe siècle, donc il est de l'époque d'Averroès. Donc 1204, il est mort en 1204. Bien, Averroès en 1198. Eh bien, Maïmonide, les Arabes l'appellent Ibn Maïmoun, eh bien, son livre le plus important de théologie, qui s'appelle Le Guide des Égarés, il n'a pas été écrit en hébreu, il a été écrit en arabe. Il va être traduit en hébreu plus tard, parce qu'il maîtrisait tous les concepts, toute la terminologie de la philosophie et de la théologie en arabe. C'est une banalité pour l'époque, hein, mais je vous le dis aujourd'hui. Voici une page de son livre. Voici un autre passeur, lui il est chrétien, nous avons même son portrait, réellement, c'est pas moi qui l'ai trouvé sur internet, hein. Et il est de Pise, et il a écrit le premier grand livre de mathématiques. Alors là aussi, il n'a pas traduit, alors qu'il a appris l'arabe à Béjaïa, la ville que je vous ai signalée, dans le Maghreb central. Et il est arrivé, c'est une belle histoire, on espère qu'elle est vraie, c'est lui qui le dit dans son introduction, il est arrivé à Béjaïa à l'âge de 8 ans, parce que son père était le chef des commerçants italiens de la ville de Pise. Et donc, il était puissant, etc., donc il a convaincu la maman. La maman n'est pas venue, hein, d'après les informations que nous avons, qu'il fallait que son fils vienne apprendre les mathématiques, parce que très vite, il a eu des prédispositions aux mathématiques. Eh bien, il va apprendre les mathématiques à Béjaïa, puis ensuite il va voyager en Orient, il va reprendre le business de son père, comme on dit aujourd'hui, les affaires, et puis à chaque fois, il n'oubliait jamais qu'il était bon mathématicien. Il achetait des livres, alors à ce moment-là, les traductions en latin ont commencé, il va directement acheter tous les livres qui étaient traduits en latin, et il va écrire le premier grand livre qui s'appelle Liber Abaci, c'est-à-dire livre de calcul. J'ai presque terminé. Et enfin, il y a la troisième phase, ce sont les traducteurs. Alors là, les traducteurs, on est informés, parce qu'ils ont écrit. Alors, les spécialistes de l'histoire de cette période européenne ont recensé 124 traducteurs différents.
C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est un phénomène donc civilisationnel. Et donc ça a commencé du début du XIIe siècle, début du XIIe, jusqu'au milieu du XVe siècle. Donc c'est une opération qui a mobilisé des tas de gens, et pas seulement les traducteurs. Il y a les copistes, il y a des relieurs, il y a les mécènes qui vont payer, il y a les utilisateurs. Bref, c'était le grand moment des contacts pacifiques entre les deux mondes. Bien. Et qui est oublié aujourd'hui, c'est dommage. Langue de traduction, le latin, l'hébreu, et puis les langues régionales, le catalan, le toscan. Même le vieux français de la langue d'Oïl. Voici quelques noms. Gérard de Crémone, le plus important. Robert de Chester. Oui, Gérard de Crémone, c'est Italie. Robert de Chester, Grande-Bretagne. Plateau de Tivoli, Italie. Jean de Séville, Espagne. Adélard de Bade, Angleterre. Michel Scott, Angleterre. Et puis, alors, il y en a des dizaines. Ce sont les plus importants. Voici un livre traduit en latin. Si vous lisez ici, il y a marqué Mohammed, Filius, Moïse, Mohammed ibn Moussa, Al-Khawarizmi. Donc, c'est la traduction, une des trois traductions, du livre d'Alger. Le voici, le livre d'Alger. L'autre version que je vous montre, parce que moi j'ai 5 copies chez moi. Et c'est comme ça que les mathématiques vont se développer en Europe à partir du XIIe siècle. Et les innovations en mathématiques en Europe ne vont commencer réellement qu'à partir de la fin du XVe, début du XVIe, d'abord en Italie, puis en France et dans les autres régions de l'Europe. Et je vous remercie de votre attention. J'ai parlé 1h30. Donc, puisque j'ai commencé à 10h, donc j'ai tenu le temps, c'est très rare, hein, je suis très bavard. Donc vous avez normalement une demi-heure pour poser des questions. Sous-entendu que si vous ne posez pas de questions, vous ne sortirez pas avant une demi-heure. C'est le risque. Alors, vous êtes autorisé à poser toutes les questions que vous voulez, mais je suis autorisé à ne pas répondre à certaines questions. Moi, je ne le sais pas. Moi, je suis ignorant. Allez-y. Ah. J'ai pas l'utilité d'un astrolabe. Alors, votre camarade n'a pas compris l'utilité d'un astrolabe. Alors, astrolabe, d'abord en grec, ça veut dire mesureur des étoiles. Astro, labon. Labon, c'est mesurer. Astro, c'est les étoiles. Donc, c'est un mesureur d'étoiles. Ça veut dire que s'il est bien réglé, il faut le régler d'abord, comme une horloge. S'il est réglé, bon, ça demande une préparation. J'ai un cours sur l'astrolabe, mais j'ai pas le temps. Donc vous me croyez, on le règle vers l'étoile. Vous avez une alidade, une tige avec des trous. Après tout, je vais vous montrer. J'aurais dû en rapporter un. Bon. Et à ce moment-là, vous pointez l'alidade vers l'étoile. Comme l'alidade, elle a deux trous. Il faut que, à travers les deux trous, vous voyez. Voilà. Donc ici, voici l'alidade. Bon, celle-là, elle est en un seul morceau. Ça suffit. Malheureusement, la l'alidade est derrière, c'est dans le dos, c'est pas la face. Et la face ici représente, ça c'est l'araignée, elle représente les étoiles visibles dans la latitude où vous êtes. Bien. Et ces étoiles visibles, ou bien dans certaines latitudes, elles sont représentées par des points. Donc par exemple ici, il y a, disons, 45 étoiles, ce sont uniquement les pointes. Voici une étoile, une étoile, une étoile. Mais comme on ne peut pas les dessiner comme ça, on les a reliées, toutes les étoiles, par des personnages. Donc les personnages n'ont rien de scientifique. C'est juste pour faire joli et pour rattacher. C'est comme aujourd'hui quand on vous dit la petite ours, ou le chariot. Donc ce sont des étoiles au bout, mais pour les voir, on met des traits pour qu'on voit le dessin d'un ours ou d'un chariot. C'est pas l'ours, c'est le chariot qui représente l'étoile ou la constellation. Bien. À ce moment-là, vous avez la pinule, les pinules. Quand vous voyez l'étoile, vous arrêtez. Vous arrêtez, ça veut dire que vous avez positionné la tige qui est là. Vous l'avez positionnée, par exemple, l'étoile est ici. Vous la tournez ici. Hop, elle est positionnée ici. Vous savez que l'étoile est à une hauteur de 17 degrés. Là, ça y est. Parce que la distance des étoiles n'est pas une distance de longueur. C'est une distance d'angle. Parce qu'on ne sait pas où est l'étoile. Vous êtes d'accord avec moi, même aujourd'hui. Bien. Et donc, lorsqu'on a mesurer la position de l'étoile, alors on mesure toutes les positions, etc. On peut ensuite utiliser l'astrolabe pour faire quoi?
pour avoir l'heure. Parce que le déplacement des étoiles, ben, ça donne l'heure. On sait quel est leur lever, quel est leur coucher. Bien. Pour donner la position, pour prédire l'avenir des événements du ciel. Quels sont les événements du ciel? Bon, ce sont les déplacements des étoiles, mais ça, c'est pas compliqué, puisqu'elles se déplacent toutes de la même manière. Si vous en connaissez une, vous avez donc la position de toutes les autres, elles sont solidaires. Mais il y a 7 planètes qui, elles, ne sont pas solidaires. Ça s'appelle les 7 planètes visibles, à partir de la Terre. Il y a d'abord la Lune, le Soleil. Parce qu'à cette époque, la théorie des Grecs et des musulmans, c'est que c'est le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. C'est le centre du monde. Il y a eu à un moment donné des hypothèses qui ont été posées au XIe siècle, comme celle de Galilée, 11e, qui ont été abandonnées sans que les astronomes soient traînés devant des tribunaux. Alors les gens me posent des questions, mais pourquoi Galilée au XVIe est traîné devant les tribunaux de l'Église, et pourquoi les mathématiciens du XIe, Al-Biruni et les autres, en Asie centrale, n'ont pas été traînés? Parce que les deux sociétés n'étaient pas les mêmes. Les deux structures n'étaient pas les mêmes. Parce que la structure religieuse de l'Église médiévale européenne faisait que le pouvoir religieux intervenait dans le politique et le culturel et l'idéologique et le religieux. Ce qui n'était pas le cas en pays d'islam. Mais les gens ne me croient pas parce qu'ils voient les pays d'islam comme aujourd'hui, où ils voient que c'est au nom de la religion qu'on interdit quelque chose ou qu'on autorise quelque chose. À cette époque-là, il y avait le pouvoir politique, le calife, qui avait un pouvoir politique. Théoriquement, il avait un pouvoir religieux. Il l'appliquait rarement. Il y avait le pouvoir religieux des théologiens. Il y avait le pouvoir juridique des juges. Ce sont les 3 pouvoirs. Et puis il y a l'opinion. La différence avec l'Europe, c'est que la papauté en Europe pendant longtemps, elle n'était pas à côté des pouvoirs, à côté des rois, ou à côté des empereurs. Elle était au-dessus. Au-dessus, c'est elle qui sacrait les empereurs. Rappelez-vous Napoléon Bonaparte, la fameuse image où c'est lui qui se révolte et il met la couronne lui-même sur sa tête. C'était hérétique. C'est une rupture. Donc, le pape était au-dessus de tout, sur le plan politique, etc., etc. Et donc, il faisait de la politique. Les croisades étaient bénies et décidées par le pape, les papes. Et quand les rois de France, quand les rois d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, Saint-Louis, vont faire les croisades, il fallait qu'ils aient d'abord la bénédiction et le feu vert du pape. Et lorsque quelqu'un ne voulait pas faire la croisade, qu'il était un grand empereur, comme l'empereur de Frédéric II de Hohenstaufen, c'est du XIIIe siècle, il était empereur de l'Empire germanique, du grand empire germanique. Et sa capitale était à Palerme. Il a refusé de faire la croisade comme ses copains. Il voulait négocier pour aller à Jérusalem. Il a réussi d'ailleurs. Vous savez ce qui s'est passé? Alors que les papes décidaient que la croisade devait être une vraie croisade d'hommes, qui avait la guerre. Lui, il a décidé de négocier avec le roi d'Égypte pour avoir Jérusalem pendant quelques années, comme un bail. Il a réussi. Il a été excommunié par le pape. Excommunié, c'est l'enfer. Bon, voilà. Par contre, en islam, les théologiens n'ont pas le droit d'excommunier quiconque. Le seul pouvoir qui condamne, c'est le pouvoir politique et pas directement à travers la justice. Donc vous avez un système triangulaire où la justice dépend du pouvoir politique, elle ne dépend pas des théologiens. Les théologiens ne dépendent pas du pouvoir politique, ne dépendent pas du pouvoir juridique, et donc en fait il y a un grand pouvoir qui fonctionne sur la société, donc il faut travailler la société, c'est sûr, avec les théologiens, mais il est totalement indépendant. Des deux côtés, il y a l'indépendance. Ce qui explique pourquoi, lorsque des scientifiques en Asie centrale, au XIe siècle, nous avons le témoignage d'un grand mathématicien, disent nous nous sommes réunis pour discuter de l'hypothèse qu'on peut envisager, qui est que la Terre, c'est elle qui tourne autour de son axe. Premier procès de Galilée, il n'y a jamais eu de procès en pays d'islam. Parce que les théologiens ne pouvaient pas attaquer les savants. Il fallait passer par la justice. Or, la justice ne dépend pas des théologiens, elle dépend des califes. Et les califes, suivant les régions, etc., étaient très ouverts pour la science. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour les califes, leur seule préoccupation, qu'il n'y ait pas de désordre dans la rue, qu'il n'y ait pas de grève, qu'il n'y ait pas de déstabilisation, et surtout qu'ils gardent le pouvoir. Pour le reste, Dieu y pourvoira. Voilà. C'est une philosophie différente. Bien. Moi, je crois que j'ai répondu à votre question. Bon, l'astrolabe sert aussi à d'autres choses. Par exemple, il sert... ça, je peux le faire avec des élèves de 3e, seconde. Il sert pour faire de l'arpentage.
L'astrolabe peut permettre de mesurer, par exemple, les hauteurs de montagnes inaccessibles. Il peut mesurer les largeurs, par exemple la largeur d'un fleuve, d'une rivière, sans passer de l'autre côté. Il peut mesurer la profondeur d'un puits ou d'une crevasse. Ça, c'est très utile pour les militaires, par exemple, et pour les architectes. Et ça, on peut le faire. J'ai même un petit cours, comme ça, de 20 pages, où je démontre comment on peut le faire. Donc, c'est un très bel instrument pour faire apprendre de l'astronomie élémentaire, et pour faire apprendre, surtout, pour nous montrer la liaison entre la géométrie et l'astronomie. Parce que maintenant, comme on n'enseigne pas l'astronomie, on ne sait pas d'où ça vient, cette astronomie. Une autre question? Allez, c'est presque fini. Allez, vous souffrez, mais c'est pas grave. Vous garderez un bon souvenir, j'espère. Une autre question? Moi, je disais à mes étudiants que lorsqu'il n'y a pas de questions pendant l'amphi, c'est qu'ils n'ont pas bien écouté. Et pour les encourager, je leur dis, écoutez la prochaine fois, parce que le professeur, de temps en temps, il dit une bêtise. Si vous repérez la bêtise, restaurant 3 étoiles. C'est pas facile, hein, de découvrir les bêtises du prof. Bon, quand vous découvrez une heure de calcul, moi je faisais des maths. Si vous découvrez une heure de calcul d'un prof qui se cravache depuis le matin, depuis 8 h du matin, et vers midi moins le quart, et il est comme ça, et puis il fait des heures de calcul, alors s'il a de l'autorité, si c'est un assistant jeune, il a peur de l'amphi. Si c'est quelqu'un qui a de l'autorité, j'ai très vite appris à avoir de l'autorité, je me retourne, je dis, qui est-ce qui a posé la question là? Mais d'un air autoritaire, hein. Déjà comme ça, je me... Alors il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il y a une petite erreur là-bas. Alors il y a 40 lignes dans le tableau. Hein. Le tableau, il est comme ça. Hein. Effectivement, c'est un bon élève qui ne dormait pas, qui a trouvé l'erreur. Surtout, il y a des élèves qui disent, je vais me venger, il faut que je le coince, je le coince. Et il trouve l'erreur. Alors là, je regarde, en toute bonne foi, et il y a une erreur. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux attitudes. Ou bien l'assistant complètement déboussolé qui dit on verra ça la prochaine fois parce qu'il ne peut pas répondre, parce qu'il a l'intention, il y a l'amphi, il y a la meute qui est là qui va l'attraper, ils attendent la réponse, il n'y a pas la réponse. Et puis il y a l'autre, celui qui a de la bouteille, il dit ah bon, vous m'arrêtez pour cette broutille? Allez, corrigez-la et taisez-vous. Une deuxième question. Ah ben non. Ben voilà. Ah, une question. Voilà. Vous avez dit qu'à partir du XIVe siècle, ça va commencer à stagner. Oui. Les mathématiques, oui. Est-ce qu'on a des hypothèses qui expliquent que c'est ce qui se passe à ce moment-là? Alors, comment? Ma collègue me dit, est-ce qu'il y a des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi à un moment donné, une puissance scientifique comme celle-là, comme la puissance grecque, flanche et commence donc à rétropédaler ou à stagner? D'abord, la première remarque, c'est que ça ne stagne pas partout et en même temps. Parce que c'est un empire sur 3 continents. Les sociétés, mine de rien, sont différentes. Les mécanismes de pouvoir et leurs conséquences sont différents. Les problèmes économiques qui sont à l'arrière-plan, qui justifient les décadences, les crises, regarde, si vous mon regard aujourd'hui, les problèmes économiques ne sont pas sur un petit espace, comme la France ou l'Algérie. C'est un espace à 3 continents. Donc, il faut ou bien connaître une situation mondialisée de l'économie, des pouvoirs politiques, des conflits, pour ensuite les intégrer, pour montrer comment, comme conséquence indirecte, les sciences vont en pâtir. Et ça, pour le moment, c'est pas facile parce qu'on n'a pas assez de documents. Malgré tout, on a des hypothèses. Ces hypothèses, j'ai commencé à les rassembler, à réfléchir dessus depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, jusqu'à il y a un mois, je refusais de faire une conférence sur les causes et les mécanismes du déclin en pays d'islam, en sciences. Uniquement en sciences, parce que le reste, j'ai refusé, parce que je n'étais pas prêt. Puis à un mois, je ne résiste pas au voyage, je vous le dis. J'adore bouger d'abord. Ensuite, en général, comme je suis professeur, on est invité dans de bons hôtels, il y a de la bonne cuisine. Voilà. On voit la mer, qui est très loin de Paris. Un jour, je suis invité à Fès. Bon, il n'y a pas la mer à Fès, pour ceux qui ne savent pas. Mais Fès, je ne rate jamais une visite à Fès. Fès, elle a 1200 ans d'histoire. C'est la plus vieille ville du Maghreb après Cairo. Alors, j'ai dit oui. Et le gars m'avait dit, tu as carte blanche. Alors j'ai préparé quelque chose de classique. C'était la naissance et le développement des sciences en pays d'islam. C'était pour inaugurer une université qui s'appelle l'Université Euro-Méditerranéen, que le roi du Maroc a créée par décret royal et qui fonctionne bien. Et puis après, je change d'avis.
Eh bien non, non, non. Ce n'est pas nécessairement les étudiants qui vont écouter, ce sont les professeurs, les universitaires, etc., et puis les gens de la classe politique. Fais-nous une conférence sur le déclin en sciences en pays d'islam. Je dis, je ne suis pas prêt. Je vais dire des bêtises. Ah, mais non, fais un effort, tu as un droit, etc. Tu m'avais déjà dit que tu as déjà plein de fiches. J'avais plein de fiches. Et pour la première fois, j'ai fait une conférence à Fès, il y a un mois, sur pourquoi et comment les sciences ont régressé, ont stagné, puis régressé, puis décliné en pays d'islam. C'était une conférence de 2 heures, et à la fin, je leur ai dit, toute cette conférence est construite sur essentiellement des hypothèses. Nous n'avons pas encore assez de recherche pour pouvoir dire des choses très sûres. Ne serait-ce qu'une question très importante, dans laquelle l'histoire de la civilisation de l'islam est très en retard, c'est qu'en Europe, depuis les années 40 du siècle précédent, il y a eu une nouvelle école, qu'on appelle l'école des Annales, qui s'est développée à la Sorbonne, et qui a développé des recherches formidables, très intéressantes, sur l'histoire des mentalités. L'histoire des mentalités est devenue un domaine très important. En pays d'islam, 8 siècles de civilisation, il est impossible, compte tenu de la méconnaissance des documents, de leur inexistence ou de leur absence, de pouvoir écrire quelques lignes sur quelle est la mentalité du citoyen musulman à tel moment, dans telle région de l'Empire, face à tel événement. Et nous savons aujourd'hui, par des raisons méthodologiques, qu'il y a sûrement des conséquences. Un grand événement, qui est la première croisade, qui arrive à Jérusalem, en 1099, alors que les musulmans ont considéré qu'ils détenaient la moitié du monde pour l'éternité, c'est Allah qui leur avait donné. Et brusquement, ils apprennent que des intrus, pour eux c'est des intrus, viennent vouloir occuper le tombeau du Christ et puis créer un royaume. C'était un choc. Nous avons le choc tel qu'il est exprimé par des intellectuels. Et ce n'est pas intéressant pour un historien. Il faut le choc tel qu'il est vécu par la masse de la population, pour voir s'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe, s'il y a une nouvelle mobilisation, par exemple. C'est à ce moment de crise que la masse de la population, par exemple, écoute les théologiens dogmatiques. Alors, pendant les périodes de grande prospérité, ils n'écoutent pas les théologiens dogmatiques. Chacun a son opinion, et puis chacun vit son islam à sa manière. Nous avons des preuves indiscutables. Il y avait même des gens, des grands poètes, des philosophes, qui se permettaient d'écrire de la poésie, d'écrire des livres. Certains sont perdus, mais d'autres nous sont arrivés, comme la poésie d'un grand aveugle du XIe siècle qui s'appelle Abu al-Ala al-Ma'arri. Bon, c'est imprononçable, hein, parce que c'est les sons arabes. Il est d'Alep, près d'Alep précisément, qui souffre aujourd'hui. Et bien ce monsieur, il était aveugle. On l'appelle d'ailleurs le prisonnier des 2 prisons, parce qu'il était aveugle, il était prisonnier de sa cécité, mais on l'accusait de s'être mis lui-même prisonnier de son incroyance. On l'accusait d'athéisme. Il n'a jamais été exécuté, il n'a jamais été devant un tribunal. Le calife le laissait tranquille parce que c'était le plus grand poète de son époque. Pour les pouvoirs politiques, c'était très important d'avoir un très grand poète que d'avoir une victime, les théologiens. C'est tout ça. Les théologiens étaient toujours contre lui, jusqu'à maintenant. Ils le considèrent comme athée. Donc nous, on s'en fiche, on est historien. On ne prend pas position. On essaie de ne pas prendre position. Une dernière question. Oh, vous avez tout compris quand même dans ce que j'ai dit. Oui, ah, c'est parce que vous avez tout compris que vous n'avez pas de question. Il reste encore un quart d'heure, hein? Quoi? Il reste encore un quart d'heure avant midi. Non? Bon, monsieur le proviseur, vous décidez. Pas de questions? Non? Non. Ils n'auront pas de dessert, c'est tout. Voilà. Bon, alors, on arrête là? Ah, en tout cas, je tiens à remercier les élèves. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Sincèrement, c'est-à-dire que ce n'est pas toute la démagogie. Je vous remercie pour votre attention. Ils ont été sages, ils ont Parce compris. qu'il est rare que j'ai un appui aussi attentif. Et même si vous ne posez pas de questions, c'est pas grave. Vous savez, quand j'étais à votre place, j'étais un très bon élève. J'avais le prix d'excellence de 5e jusqu'en terminale. Je posais rarement les questions. Ça ne veut pas dire que je comprenais tout. Il m'arrivait, je comprenais la moitié des mathématiques. J'ai fait un doctorat de mathématiques. Donc si vous ne posez pas de questions, ne vous inquiétez pas. Mais apprenez quand même à poser des questions parce que c'est un élément de liberté de l'esprit. Merci beaucoup. Bravo.